Bonjour à tous et tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Nous vous remercions d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. 28 août 2000, 28 août 2020, cela fait déjà 20 ans que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation pour le Burundi a été signé. Un accord historique qui a mis fin à une guerre à caractère ethnique qui avait éclaté après l'assassinat de Melchior Ndadaye, le premier président élu démocratiquement en 1993. Que devient alors cet accord 20 ans après? Quels sont essentiellement les points que contient cet accord? Qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Qu'est-ce qui ne l'a pas été et pourquoi? Y a-t-il des obstacles ou pas à la limite à la mise en exécution du dit accord et bien d'autres questions? 4 invités sont avec nous sur le plateau. Léon Sengenda Koumana, c'est le vice-président du parti Frodebou. Vous faisiez partie du groupe baptisé G7, composé majoritairement de Hutus lors des négociations d'Arusha. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup pour m'avoir invité. Jean Dodier Moutawazi, vous êtes le président de l'Observatoire national de prévention des crimes de génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Vous étiez vous aussi un membre non moins influent du même parti Sahwanya Frodebou lors de ces négociations justement. Bonjour et bienvenue. Bonjour aussi à mes collègues hommes politiques avec qui nous sommes sur le plateau et bonjour aussi à ceux qui sont en train de nous suivre. Tassian Sibomana, vous êtes un opposant politique. Vous étiez du parti UPRONA à cette époque des négociations. L'UPRONA qui était un des grands partis politiques du groupe baptisé G10, composé majoritairement de Tutsis. Bonjour et bienvenue. Bonjour et je salue tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Et pour mémoire, je reste toujours UPRONiste. Seulement, je ne suis pas peut-être de l'UPRONA institutionnel. Et puis nous sommes avec vous, Kefani Wizi. Vous êtes le président d'une autre aile du parti Sahwanya Frodebou, le Frodebou Nyakuri Iragi Ndadaye. En cette période de négociations qui ont conduit à la signature de l'accord le 28 août 2000, il n'y avait pas encore de scission du parti. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie pour nous avoir invités. Je salue mes collègues ici et tous nos auditeurs. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebutsi, réalisation de Jérôme Nyonzima, prise d'image de Renaud Nyongheza et Gracia Justicia Tuikeze et au micro Léonce Bitario. Encore une fois bonjour et bienvenue à cette émission Mosaïque. Ma première question d'abord à vous, honorable Léon Sengenda Koumana du parti Sahwanya Frodebou. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, ça vous dit quoi? Les grandes lignes, ce sont lesquelles? L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, c'est un accord non pas pour la paix, c'est un accord pour chercher la paix et la réconciliation. Les gens ne le savaient pas. Ce n'est pas un accord qui a institué la paix comme ça au Burundi. Je vois le document de M. Moutawazi. Voilà. C'est écrit pour la paix. C'est écrit pour la paix. C'est pas un accord de paix. C'est pour chercher la paix et la réconciliation. Ça veut dire que cet accord contient des principes, contient des options, contient des orientations pour régler le conflit burundais, pour régler aussi les différentes crises que notre pays a connues. C'est un accord que nous considérons comme le fondement de la paix et de la sécurité dans ce pays. C'est un accord que nous considérons comme le fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est un accord que nous considérons comme le fondement de l'unité et de la cohésion du peuple burundais. C'est un accord que nous considérons comme le fondement du développement intégral du Burundi. Et qui établit aussi des relations entre le Burundi et ses partenaires. Et les autres nations donc. Oui, ce que je peux dire essentiellement pour cet accord que je vois devant moi, cet accord est né effectivement, comme vous l'avez souligné dans votre mot introductif, est né suite non pas à une crise de 93, comme vous l'avez dit,
Mais en réaction, c'est sous contrôle du représentant du parti Prona, en réaction à un parti État qui était en place et qui exerçait la dictature dans la gestion des affaires de l'État. C'est pourquoi je dis que je parle sous son contrôle. Alors, cela a fait que en 93, en ce temps-là, le Frodebo parlait de pouvoir monoethnique et monoparti. Mais bien sûr, c'était ça. C'était un pouvoir presque monoethnique. On prenait un Hutu ou un Tutsi, je ne sais pas s'il y en avait, comme on veut. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ok. Et aujourd'hui, donc, c'est la victoire ou comme quoi? Aujourd'hui. Alors, en 93, ceux qui n'ont pas accepté ce changement de passer d'un parti unique à une démocratie multipartite, basée sur plusieurs partis qui devraient compétitionner, ils ont organisé un coup d'État qui a emporté les institutions élues, dont le président de la République et beaucoup d'autres dignitaires. Alors, une crise grave s'est installée, envie des politico-institutionnels d'abord, ensuite une guerre civile. On a vu, nous nous sommes trouvés confrontés à la naissance des phénomènes qui n'existaient pas au Burundi, qu'on ne connaît pas au Burundi, la naissance de mouvements politiques armés. Les mouvements des populations à l'extérieur, oui, mais à l'intérieur, on ne connaissait pas des mouvements des populations à l'intérieur du pays. Il y en a qui disaient en ce temps que c'était déjà préparé, puisque c'est la naissance de ces mouvements armés. Donc, ces mouvements armés sont nés juste après quelques jours après l'assassinat de Melchior Ndadaye. Je ne crois pas qu'il les avait préparés. En tout cas, ce n'est pas le Frodebo qui avait préparé un mouvement ou des mouvements politiques armés alors qu'il avait gagné les élections. Ça serait insensé. Alors, les mouvements armés, les mouvements politiques armés sont nés à la suite de la persistance des fossoyeurs de la démocratie qui avaient renversé les institutions élues. Et alors, ils voulaient récupérer complètement tout le pouvoir. Qui étaient ces fossoyeurs? Certains leaders de l'IPRONA, certains leaders de l'armée, bon, tous c'était de l'IPRONA alors, donc les leaders de l'IPRONA, qui ont réellement refusé le passage d'un parti État à une démocratie multipartite. Alors, c'est suite à tout cela qu'à un certain moment, on a négocié plusieurs accords, mais on est quand même arrivé à négocier cet accord d'Arusha qui présente beaucoup d'avantages. Je pense qu'on va y revenir, les avantages de cet accord d'Arusha. Sinon, ce que je connais de l'accord d'Arusha, c'est ça, c'est que c'est un accord qui consacre la recherche de la paix et de la sécurité dans ce pays, l'établissement d'un pouvoir, d'un état de droit, d'un état démocratique dans ce pays. C'est un accord qui consacre la réconciliation du peuple burundais. C'est peut-être la même question pour... on fait le tour de table. Monsieur Jean de Dieu Moutabazi, est-ce que vous pouvez nous parler des grandes lignes de cet accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi? Ce que moi, je retiens de l'accord d'Arusha, dans ces chapitres et dans ces dispositions... Vous avez participé oui, j'ai participé, j'étais dans la délégation, nous étions à l'extérieur. Je participais du côté du docteur Jean Minani qui a signé au nom du Frodebo les accords. Et ce que je retiens de ces accords, c'est que premièrement, c'est une référence importante pour pouvoir comprendre la reprise d'un processus de démocratisation qui avait commencé avec pratiquement la Constitution de 1992 qui consacrait
le multipartisme au Burundi. Bon, il y en a qui hésitaient, comme les politiciens aiment toujours spéculer, à travers la constitution de 1992, nous, du côté du Frodebo, on voyait que ça pouvait être une entrée pour prendre le pouvoir, mais également du côté de l'UPRONA qui était au pouvoir, et aussi ils voyaient que ça ne les dérangerait pas qu'ils vont garder le pouvoir avec la Constitution de 1992 qui avait été élue de manière démocratique et par voie référendum. Mais avec la victoire, je dirais, la victoire du Frodebo au mois de juin 1993, l'UPRONA était surpris. L'UPRONA était surpris. Je me souviens des réactions de certaines personnes et il y a eu un sentiment de refus des résultats des élections des élections de 1993. Mais vous, au sein du Frodebo, vous étiez sûr de la victoire? On était sûr et même une délégation avait demandé au président de l'époque, le président Buyoya, qu'on constatait que son armée n'était pas prête d'être dirigé par quelqu'un qui ne vient pas du Sud, quelqu'un qui est issu des élections. On lui avait même demandé, parce qu'on voulait sauvegarder la paix, qu'il y ait un gouvernement de transition. Mais lui, avec son équipe, ils avaient refusé parce qu'ils étaient sûrs de gagner les élections. Et quand ils les ont perdus, ils ont été surpris. Et même le coup d'État contre le président Dadaye n'était pas le premier, c'était pratiquement la troisième tentative. Mais tout ce que j'ai demandé tout à l'heure, c'est les grandes lignes de cet accord. Ce que je veux dire, c'est que le processus de démocratisation de la société avait commencé avant les élections de 1993. Bon, alors, quand on a assassiné le président élu démocratiquement, le président Dadaye, il y a eu un mouvement de refus. Nous, on était ici à Mairie de Bujumbura, on a dit non. On doit remettre le pouvoir au parti qui a été élu. Mais les putschistes n'ont pas lâché. Ils ont continué leur coup d'État rampant jusqu'en 1996, quand Buyoya est revenu. Alors, mais pour parler, comme nous sommes dans les accords d'Arusha, en réalité, les drafts des accords d'Arusha se sont inspirés des premiers drafts d'Okigowe, Kadjaga et même de Mwanza, qui ont suivi l'assassinat du président Dadaye. Donc, c'était chaque fois une façon de chercher à redémocratiser la société burundaise. Donc, ce que je retiens de l'accord d'Arusha, de l'accord d'Arusha qui a été signé en 2000, il voulait remettre sur les rails la société burundaise pour que le processus de redémocratisation de la société burundaise puisse reprendre. Et même là où... donc, c'est une référence pour moi importante. Et si quelqu'un veut comprendre aujourd'hui où on en est, il doit recourir à cet accord. Si vous voulez comprendre la constitution de 2018, il faut recourir à l'accord d'Arusha. Si vous voulez comprendre la constitution de 2005, il faut plonger dans l'accord d'Arusha. Il faut plonger dans l'accord d'Arusha. Alors, les grands chapitres, en fait, dans l'accord d'Arusha, c'est premièrement d'avoir une cohabitation pacifique au sein des institutions. Premièrement, les institutions de l'Assemblée nationale, les institutions du gouvernement, les institutions du Sénat, les institutions même de la sécurité, les pourcentages qui ressortent au sein des corps de défense de sécurité, que ce soit la police et l'armée, et beaucoup de choses. Et aujourd'hui, même pour améliorer l'accord d'Arusha, on a aussi recommandé donner des pourcentages au niveau de la justice. Et donc, pour moi, cet accord d'Arusha signé en 2000 est une référence très importante au niveau de l'arsenal juridique du Burundi. Deuxièmement, c'est une référence très, très importante au niveau de la reprise du processus du processus de démocratisation de la société burundaise, parce que le processus de démocratisation de la société burundaise n'est pas encore fini. On n'a pas vraiment encore atteint le niveau voulu, tel que nous arrivons. Le processus de démocratisation
quelque chose donc de continu. Là, peut-être on va y arriver. Je ne sais pas si vous, Tassien Siomahana, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces grandes lignes, à ces chapitres, donc le contenu de cet accord d'Arusha. Non, la question est posée à tout le monde. Je dois y réserver une suite, naturellement. Donc, pour moi, l'accord d'Arusha, pour la paix et la réconciliation, comme le disait l'honorable Léonce, c'était un accord pour chercher la paix au Burundi et la réconciliation. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait eu autant de crises cycliques au Burundi. À un certain moment, les hommes et femmes politiques se sont résolus pour dire trop c'est trop. Il faut qu'on se mette ensemble pour voir dans la même direction. Quelle est finalement la nature de ces crises cycliques qui endeuillent notre pays? Après avoir défini justement la nature de ces crises, il faut chercher les voies et moyens pour y faire face, des solutions. C'est pourquoi justement ils ont commencé à parler, à définir ces crises, définir leur nature. Et ils ont, de façon consensuelle, ils se sont convenus de l'appeler nature politique avec des allures ethniques. C'était la base sur laquelle il fallait commencer pour parler justement... Nature politique du conflit. Oui, du conflit. Alors, après avoir défini cette nature, il fallait voir comment justement chercher les voies et moyens pour ne plus retomber dans le même travers. Naturellement, ils ont vu que ces crises touchaient tous les secteurs de la vie du pays. L'aspect politique, institutionnel, l'aspect sécuritaire, l'aspect socio-économique, l'aspect justice judiciaire, l'aspect social. Et à chaque aspect, ils discutaient pour d'abord faire l'état des lieux de ce qui était et en vue de proposer des voies de solution. C'est ça la charpente de l'accord d'Arusha. Et je pense que l'émission va finalement voir est-ce que les solutions qu'avaient convenues justement les hommes et femmes politiques d'alors, 20 ans après, qu'en est-il? Sommes-nous satisfaits de leur mise en œuvre? Sommes-nous réellement sur la lancée de cet accord ou pas? Là, on va y arriver. Voilà, en fait, comment je pouvais amorcer le débat sur... Là, on va y arriver. Je ne sais pas si vous, de votre côté, M. Kefa Nibizi du Frodebou, Nyakuri Idagi Yandadaye, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce contenu de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi? Merci beaucoup. Olivier, avant de parler d'abord du contenu, je vais parler de consistance de cet accord. Je pense que depuis l'indépendance et la reprise du pouvoir des militaires par un coup d'État et des crises qui ont suivi, qui sont nombreuses, j'ai l'impression que hormis les soi-disant dialogues qui ont conduit à l'accord de l'unité nationale, qui n'en est pas une, il n'y avait pas eu d'autres débats d'ordre national, réels, pour définir effectivement l'orientation de la nation burundaise. Parce qu'on avait des gouvernements militaires qui décidaient unilatéralement. Même aujourd'hui, on n'en est pas encore loin. Les autres ne faisaient qu'applaudir. Alors, j'ai l'impression même que ce débat qui a conduit aux accords d'Arusha aurait été organisé avant même le commencement du processus de démocratisation, parce qu'on a compris que les gens sont entrés dans une démocratie sans la critique démocratique. Alors, avec cet accord d'Arusha, quand on regarde le contenu, on comprend que c'était le premier débat d'ordre d'importance capitale pour définir les grandes orientations d'organisation du pays. Parce que jusqu'à maintenant, comme l'a dit M. Moutabazi, pas mal de chantiers ici de cet accord sont en cours d'exécution
d'une façon ou d'une autre, les uns satisfaits, les autres non, mais quand même on est encore dans une logique tracée par cet accord d'Arusha. Alors, c'est pour cette raison que je pense qu'il s'agit d'un accord historique, parce que, comme on l'a dit, la Constitution de 2005, la Constitution de 2018, d'une façon ou d'une autre, s'inspire toujours du contenu, de l'esprit des accords d'Arusha. Alors, c'est dans cet accord-là, il y avait d'abord à cette époque, comme on a dit, la définition du conflit. Il a oublié peut-être quelque chose de très important, on disait que c'est un conflit qui découle d'une classe politique, soit pour chercher le pouvoir et ou pour se maintenir. Parce que là, je pense que le conflit n'est pas encore terminé. De chercher le pouvoir ou de se maintenir, ce conflit persiste d'une façon ou d'une autre. Et puis, on avait essayé de définir les solutions des conflits du moment et des orientations à long terme pour prévenir d'éventuels conflits. Vous voyez qu'on avait mis beaucoup de mécanismes, notamment celui de prévention des crimes, de guerre, de génocide et consorts. On avait pensé à une commission d'unité nationale, on avait pensé à une commission des terres et autres biens qui sont encore là. Ces histoires de bonne gouvernance, la sévère aussi, a été énoncée au cours de ces débats qui ont conduit à cet accord. C'est à ce moment qu'on a défini les grandes lignes en matière de bonne gouvernance, d'équité dans le domaine judiciaire. C'est pour vous dire qu'en un peu de mots, jusqu'à maintenant, on marche sur le socle des accords d'Arusha avec des évolutions, bien sûr, qui sont conformes aux circonstances du moment. Vous avez toujours le micro et vous y allez directement avec ce qui aurait été réalisé, ce qui ne l'a pas encore été jusqu'ici. Si du moins vous pouvez vous mettre à évaluer la mise en exécution, la mise en application de cet accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. D'une part, cette évaluation paraît un peu ambiguë parce qu'il y avait beaucoup de choses qui devraient être faites pendant la période de transition et qui, pratiquement, rien n'a été fait. Bon, je ne dirais rien, ça serait trop dire, mais que peu de choses ont été faites pendant cette période de transition. Alors, ça a été mis en exécution beaucoup plus... La période de transition, vous parlez des 36 mois. Oui, les 36 mois. Après le 28 août 2000. Il y a beaucoup de dispositions qui devraient être mises en application pendant la période de transition pour que les élections viennent sur l'intérêt déjà apprenti auparavant. Mais peut-être, suite aux complexités du moment, ces dispositions n'ont pas pu être mises en application. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait un système de partage de pouvoir basé sur les appartenances ethniques ou politiques. Je pense que maintenant, cela est repris dans toutes les constitutions qui ont suivi et dans pas mal de textes de loi qui organisent différentes institutions ou corps de l'État. Ça, c'est une réalisation qui est toute faite. Il y avait, comme je l'ai dit, plusieurs commissions, la CVR, la commission Terre et autres biens qui devrait régler les problèmes fonciers liés aux crises récurrentes. Il y avait également les commissions que j'ai déjà dit, l'Observatoire de lutte contre les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Il y a la commission qui devrait s'intéresser sur l'unité nationale. Tous ces organes-là sont déjà mis en place et sont à l'œuvre parce que le travail qu'ils doivent faire est trop long, n'ont pas encore terminé. Il y avait également la façon de constituer les corps de défense et de sécurité avec parité à ce qui est des composantes ethniques. C'est une réalité légale et j'ai l'impression, et je crois que c'est aussi une réalité sur le terrain. Et les organes qui en ont en charge vérifient régulièrement ça. Il n'y a pas de problème. Et puis, la note est pour vous, dans la mise en œuvre de cet accord d'Arusha, c'est satisfaisant pour vous? En tout état de cause, la note est satisfaisante. Vous êtes satisfait de votre côté, Tassien Sibomana, de la mise en exécution de cet accord pour la paix et la réconciliation au Burundi?
Je ne suis pas du tout satisfait parce que, au risque de jeter de la poudre aux yeux, ce qui devrait le mettre en œuvre, je n'ai pas beaucoup d'éléments de satisfaction. Pourquoi je dis ça? C'est vrai, comme le disait M. Kefa, il y a certaines choses qui sont consignées dans le dit accord, qui officiellement sont d'allure exécutées. Mais si on y regarde de près, on a vidé de toute substance ces points ou ces principes tels que c'était convenu au départ. Je vous donne des exemples. Voilà, les négociateurs et les signataires de l'accord d'Arusha s'étaient convenus des mécanismes de justice transitionnelle. Vous allez dire que le document a été interprété différemment par les acteurs concernés. Bien sûr, c'est normal. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait que ça ne soit pas ainsi. Même si ce n'était pas un document politique, c'est difficile d'avoir un document aussi important et trouver tout le monde qui l'interprète de la même manière. Ça, c'est en fait, ce n'est même pas très grave. Mais ce qui est grave, ce sont les tricheries qui entourent l'interprétation. Quand on dit les mécanismes de justice transitionnelle, je pense à la commission Vérité et Réconciliation, je pense au volet judiciaire. Léon, c'était négociateur et signataire, Moutawazi, même moi et Kefa, nous n'étions pas là, mais nous avons suivi quand même et nous continuons à suivre. On parlait de sévère, et sévère qui existe même aujourd'hui, commission Vérité et Réconciliation. Je le dis sous le contrôle des signataires. Vous parliez de CNVR, au départ, c'était CNVR, plus volet judiciaire, le tribunal spécial, qui avait au départ été un tribunal pénal pour le Burundi, maintenant qui a évolué suivant les différentes étapes de négociation. On était arrivé à un tribunal spécial pour le Burundi et là, la commission Vérité et Réconciliation. Mais si vous regardez le contenu, le fonctionnement... Dans son document, on parle de tribunal spécial. Non, c'est le volet judiciaire. Là, je suis allé. Mais on parle aussi du tribunal spécial. Oui, on parle aussi, oui. Parce qu'il y a des crimes contre. C'est ça. Il y a des négociations qui ont eu lieu après entre les signataires avec les Nations Unies, et on est arrivé à certaines étapes qui ne sont pas nécessairement consignées dans ce document de l'accord d'Arusha. Je disais donc, l'orientation qu'avaient donné les signataires de l'accord d'Arusha à ces mécanismes de justice transitionnelle n'est plus la même aujourd'hui. Le fonctionnement de ces mécanismes n'est plus le même. La composition n'est plus la même. Le financement même. Donc, c'est pour vous dire, on dit on est en train d'exécuter la sévère travail. Mais le travail comment? Sur base de quoi? Sur base de ce qu'avait convenu à Arusha, non? Le tribunal spécial n'est plus d'actualité. La sévère est sur terrain. Les jours avancent, il y a des rapports qui sont produits. Même Moutawazi dirige le Conseil national de l'unité. Si on lui demandait... C'est l'observatoire. Si on lui demandait... L'observatoire. Si on lui demandait ce qu'il a déjà proposé pour la prévention... C'est l'observatoire de prévention des crimes et de génocide. Si on lui posait la question de savoir ce qu'il a déjà proposé comme observatoire, en termes de moyens de prévention et de lutte contre le génocide, je reste toujours sur ma soif. C'est vrai, je ne suis pas toujours régulier des rapports, je ne suis pas toujours régulièrement informé de ces rapports, mais je garde toujours ma soif. J'aimerais lire un de ces rapports. Ça, c'est un fait. 2, il parle de la CNTB. La CNTB, maintenant, c'est vrai, il y a des cas jugés favorablement ou correctement. Il y a d'autres où c'est quand même très grave. Et les gens oublient qu'il y a un document qu'un certain dirigeant de la CNTB a écrit pour motiver la mise en place de la Cour spéciale pour la CNTB. Eh bien, il a justifié en disant « pour échapper à la justice, c'est qui dit le droit ». Ça, c'est un document signé. Maintenant, peut-on conclure que la Cour spéciale qui juge ces affaires, pour échapper à la justice qui dit le droit,
Et vous comprenez que c'était la logique des négociateurs de l'accord d'Arusha. C'était la bulle à Monseigneur Sérapion. Mais ça a engagé ceux qui ont mis en place la Cour sur base de ce document. Donc, c'est pour vous dire, il y en a qui disent que la CNTB est là, la CVR est là, l'Observatoire est là, mais est-ce qu'ils sont là conformément à l'orientation qu'avaient donnée nos amis Léon et autres? Passons le micro. Non, ça, ce n'est qu'à titre indicatif. Ce qui n'a pas été fait, j'ai toute une liste. Mutabazi parlait des questions ethniques, des questions de la démocratie consensualiste. Et je suis désolé de lui dire que même s'il raconte les bienfaits de la Constitution de 2018, il va se retrouver très lésé par cette Constitution qui remet en cause le principe de la démocratie consensualiste. Soyez un peu bref, vous, Mutabazi et M. Ngendakumana, honorable Ngendakumana Léonce, pour parler de ce qui a été réalisé jusqu'ici, ce qui ne l'a pas encore été, dans la mise en œuvre justement de cet accord pour la paix et la réconciliation au Burundi. D'abord, je dois souligner que vous avez déjà eu la réponse à votre première question de nous tous. Oui. C'est que vous aviez posé la question de savoir qui devient l'accord d'Arusha 20 ans après sa signature. Alors, tout le monde est d'accord ici que cet accord reste d'actualité. Il y en a qui ajoutent même que c'est un accord historique. Vous comprenez quand même que c'est un document de référence. Même aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ça, il faut vraiment bien noter. Il faut bien noter. Je vais le dire. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est un document de référence. Ils doivent se plus de référence parce que maintenant la Constitution de 2018, ils n'auront pas de choix. Ils n'auront pas de choix. Monsieur Tassé, il faut le laisser parler. Ils n'auront pas de choix. Quand même. La deuxième chose que je devrais soutenir aussi, c'est ce qu'a dit, c'est ce que tout le monde d'ailleurs ont dit. Ils ont dit que cet accord d'Arusha a défini la nature du conflit burundais et a fait des propositions d'alternatives de solutions et même des garanties. Ce que vous étiez en train de discuter, de parler ici comme commission, ce sont des garanties internes. Il y avait des garanties internes et des garanties externes. Alors, en termes de garanties internes, c'était pour appuyer les institutions, pour éviter les abus de pouvoir qu'on avait toujours observés. C'est notamment le service de l'ombudsman. C'est notamment la commission des droits de l'homme, la commission indépendante, c'est trop dire. Il y a une commission qu'on appelle indépendante des droits de l'homme. Et il y avait la sévère aussi. Il y avait la sévère. Il y avait la commission très bien. Il y avait d'autres mécanismes comme les conseils de l'unité, ces observatoires-là. C'était des mécanismes internes, des garanties internes pour effectivement consolider la gestion du pouvoir, des pouvoirs publics. Alors, est-ce que on a réalisé beaucoup de choses? Contrairement à ce que dit mon ami Kefa, mon frère Kefa, c'est pendant la période de transition où il y a eu des réalisations, si on ne le sait pas. En fait, après, il y a une négation de l'accord d'Arusha. Donc, on ne pouvait pas avoir des réalisations en même temps qu'on rejette l'accord d'Arusha. Rejeter l'accord d'Arusha, comment rejeter? Ça, c'est connu. Je sais que vous connaissez la réponse. Il a parlé de la Constitution de 2018. C'est une preuve évidente qu'on n'est plus là, dans cette logique. Ça a été rejeté. En fait, cette constitution a enterré l'accord d'Arusha. La constitution de 2018. De 2018. Donc, si vous voulez, on peut y revenir et donner des preuves. Alors, mais ce qui est très intéressant ici, c'est que cet accord reste d'actualité. Et nous sommes dans une phase, Mutabazi l'a dit, d'expérimentation. C'est un processus continu qui continue. On n'est pas encore atteint cet idéal. D'ailleurs, on n'atteint jamais l'idéal. Il y a ça veut dire que nous sommes en train de remettre le Burundi sur la voie de la démocratie. Même s'il y a des résistances, quand le peuple a déjà compris où se trouvent ses droits, je vous dis que le peuple
ne se résigne jamais. Ça veut dire que le Burundi, qu'on le veuille ou pas, sera remis sur le chemin de la démocratie. Parce que c'est le moindre mal des pouvoirs que nous avons eu dans ce pays. Alors maintenant, les réalisations de la période de transition, comme information à mon frère Kefa, la première réalisation, ça a été d'élaborer des textes de mise en application de l'accord d'Arusha. Ces différentes constitutions dont vous parlez, jusque même à cette constitution de 2018, même si elle a l'esprit contraire à l'accord d'Arusha, ce sont des textes d'application de l'accord d'Arusha. Je parle de textes importants, mais il y a d'autres textes de lois qui découlent. Mais il faut que les gens comprennent que ces constitutions ce sont des textes d'application de l'accord d'Arusha. Ça veut dire que même cette constitution de 2018, elle est censée organiser le pays suivant l'esprit de l'accord d'Arusha. Un texte qui ne serait pas d'application de cet accord d'Arusha, il ne serait pas la bienvenue. Mais bien sûr. Bien sûr. Vous avez vu les contestations en 2015, même en 2018. Vous les avez vues. Alors, maintenant, en fait, ces textes, il y avait une constitution de transition, effectivement. Il y avait l'élaboration des lois pour organiser les corps de défense et de sécurité, l'armée, la police, le service national de renseignement. Il y avait des lois pour préparer, organiser les élections. Et tout ça a eu lieu. Et à l'issue de la période de transition, le Burundi a été considéré par toute la communauté internationale comme un modèle de la démocratie. Vous oubliez une chose importante, la négociation des différents accords de cessez-le-feu. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça faisait partie des grands chantiers. Le Burundi a été considéré comme un modèle de la démocratie, un modèle de résolution pacifique des conflits, évidemment dans cette région des Grands Lacs. Et il y a eu un geste important au niveau de la communauté internationale, ça a été la remise de la dette. Et cet argent a servi plus tard maladroitement, mais dans le système éducatif et dans le système sanitaire. Vous êtes satisfait, vous ne l'êtes pas. Je suis satisfait de ce qui a été fait pendant la période de transition. Et pour preuve, les élections qui ont été organisées après la période en 2005. Ce sont les seules élections qui n'ont pas provoqué de troubles dans ce pays. Alors, si on avait continué sur cette lancée de mise en œuvre de l'accord d'Arusha suivant les 4 principes moteurs de l'accord d'Arusha, le premier principe, c'était qu'aucun gouvernement du Burundi ne peut plus recréer les codes historiques du conflit burundais. Mais aujourd'hui, on est en train de recréer les codes historiques du conflit burundais. Et alors, 20 ans après, c'est la satisfaction, c'est l'insatisfaction. Alors, vous comprenez maintenant. En fait, je voudrais passer le micro à... Bon, d'accord, mais je vais revenir sur cette question. Oui, c'est ça la question. Satisfaction, vous êtes satisfait, vous ne l'êtes pas, monsieur Jean de Dieu Mutabazi. Il ne faut pas dire que je suis satisfait, moi. Lorsque l'accord d'Arusha est en train d'être enterré. C'est ça. Il ne faudra pas mentionner ce texte. Bon, ok. En fait, avec ce débat, chacun va pouvoir donner ses arguments. Ici, nous sommes sur un plateau, comme je vous l'ai dit, avec des hommes politiques. Le peuple n'est pas ici. Le dernier mot revient au peuple. Alors, lors des accords d'Arusha... Vous en abusez. Lors des accords... Sinon, il avait même donné son opinion. Lors des accords d'Arusha, il y avait, d'un côté, il y avait le G7, qu'on disait qu'il était Hutu. Il n'avait pas le mandat de la communauté Hutu. De l'autre côté, il y avait le G10, qu'on disait qu'il représentait les Tutsis, mais ils n'avaient pas le mandat des Batutsis. Ils ont signé ce texte. Mais ils se sont convenus 2 choses importantes. Que lors de la période de transition, il y aura élaboration d'une constitution. Et ça a été fait. Et cette constitution, elle devait être votée par voie référendaire. Et que les gens ne s'y trompent pas. L'accord d'Arusha ne pouvait pas avoir la suprématie sur la Constitution.
que les gens ne s'y trompent pas. Je vais vous expliquer Alors, comme juriste. donc automatiquement, donc il faut que les gens se conviennent. Sinon, si cet accord avait la suprématie sur la Constitution, ça veut dire qu'il y avait un coup d'État des politiciens à Arusha. C'est-à-dire qu'on devait revenir élaborer une constitution. Qu'est-ce qui prend origine sur l'autre entre la constitution de 2005 et l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi de 2000? Mais c'est la référence, je te l'ai dit, je te le comme ça. Mais aucun État... Vous parlez de suprématie. Oui, je parle de suprématie. Aucun État dans le monde n'est dirigé par des pactes, par des accords ou par des actes consentants. Les États sont dirigés par... Mais tu sais qu'ils inspirent les constitutions. Une seconde, oui, ils inspirent. Mais c'est ce que je vous dis. D'où les visas de ces pactes communs. C'est pourquoi je te dis que ce sont des références. Donc, ce qui est suprême, c'est ce qui a été voté par le peuple burundais. Et si on doit respecter le peuple burundais dans toute sa souveraineté, on doit accorder la suprématie qu'il faut à la Constitution qu'ils ont votée, parce qu'ils étaient libres de la rejeter aussi. Monsieur Moutabazi, Donc, je t'ai dit pas encore terminé. que la Constitution est un texte d'application de l'accord. Une seconde. N'entrons pas dans le jeu de mots. Alors, oui, c'est dans, ce que tu as dit. Texte d'application, est-ce que vous l'acceptez? Donc la Constitution votée par voie référendaire, c'est le texte qui guide, Attendez, il ne faut pas déranger l'émission. Alors, dans ce qu'on s'est convenu, dans tout ce qu'on s'est convenu de redémocratiser la société, on s'est convenu, comme disait Léonce, qu'il faut bâtir un état de droit basé sur le droit, la justice, les textes légaux. Et dans ce qu'on s'est convenu aussi, que ce soit dans l'accord d'Arusha et dans les différentes constitutions, il y a des instruments légaux qui sont hiérarchisés, et on s'est convenu que la Cour constitutionnelle ici au Burundi est l'organe suprême en ce qui est de l'interprétation de la Constitution. Alors que les gens ne commencent pas à dire ceci, cela, etc. Donc, nous avons une Cour constitutionnelle, nous avons des textes légaux. Nous venons, maintenant, après les accords d'Arusha, nous venons de faire la 4e phase des élections libres et démocratiques. Et même... Tu as des preuves qu'elles sont libres. Enfin, comme tu es toujours négativiste, qu'est-ce que tu apprécies? Jusqu'à maintenant. Comme tu aimes chanter. Non. Moi, j'avais dit que si j'avais ce que tu étais, là, je ne Est-ce qu'on peut pas. dire que la Constitution de 2018... Oui, j'arrive. Alors, j'en arrive aux organes consultatifs dont on s'est convenu de mettre sur pied, dont la CVR, la commission chargée de l'unité de la réconciliation, l'Observatoire national que je dirige contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, dont nous avons déjà pris position à plusieurs reprises, dont nous disposons des mécanismes de monitoring. Il y a M. Tassien Sibomana qui a des doutes par rapport au rapport que vous produisez. Est-ce qu'il y a-t-il un conflit aujourd'hui où Hutu et Tutsi, est-ce que les Hutus sont en train de se rentrer dedans? Nous avons des systèmes de monitoring qui montrent que sous la colline et partout, les Hutus, les Tutsis cohabitent. Tu ne sais même pas ce que c'est le génocide. Qui vous a dit que le génocide se définit entre les Hutus et Tutsis? Attends, dans l'esprit... Même un parti politique visé, ça peut se qualifier de... Quel est le parti politique qui est visé aujourd'hui? Ok, on continue. Alors aujourd'hui, le peuple burundais cohabite pacifiquement, parce qu'il y a des preuves qui sont là et qui le prouvent. Alors, mais s'il commence à amener des trucs de criminalité qui s'observent par-ci, par-là, et autre chose, là, il est capable de développer autre chose. Bon, alors jusqu'à maintenant, je pense que nous sommes sur une bonne lancée. Et en dernier lieu, pour reconnaître quand même que l'étape franchie par l'accord d'Arusha était très importante. Même si cet accord d'Arusha, on s'était convenu qu'il sera substitué par une constitution votée par voie référendaire. Alors,
Pardon? Dans cet accord? Oui, dans cet accord. Jamais. Et la Constitution devait faire quoi? C'est pour organiser, c'est pour gérer et organiser l'État. Mais enfin. Donc, sur base de cet accord d'Arusha, qui est considéré comme le projet de société pour les partis politiques des Burundais. Hein? Ça, c'est le projet de société. Ça détermine la vision que nous avons pour... L'accord d'Arusha. Oui, ça, c'est la vision. Alors, une constitution ne peut pas être au-dessus d'une vision. Ça met en œuvre cette vision. Mais je regrette, monsieur Léonce. Le peuple burundais n'a pas de vision. Non, le peuple burundais devait continuer dans la ligne que le G7 et le G10 avaient tracé. Non, c'est pas le G7. Le G7 et le G10. Je peux vous dire ce qui était présent. Je peux vous dire ce qui était présent. C'était à la négociation de l'accord d'Arusha. Étaient présents d'abord les institutions de l'État, le gouvernement, peu importe. L'Assemblée nationale. 14 partis politiques. À l'époque, 3 mouvements politiques armés. Vous étiez, vous, à la tête de l'Assemblée nationale? Oui. Plus tard, 4 autres mouvements armés ont rejoint le CNDD-FDD, le parti politique FNL qui est devenu aujourd'hui le CNR. Il y avait aussi le CAZ CNDD. Il y avait aussi le FNL et Ichanzo qui ont rejoint. Et je dois vous dire que la société civile était représentée, les femmes étaient représentées, les conventions religieuses étaient représentées. Alors, cet accord a été adopté par l'Assemblée nationale qui représente le peuple burundais. Alors, et je reviens à... Ça veut dire que le peuple burundais a fait sien. Oui. Alors, absolument. Alors là, on ne se comprendrait. On ne se comprendrait jamais. Alors, on sait aussi. Mais la réalité, c'est là. On s'était convenu aussi que ce texte n'était pas immuable, n'était pas figé. Il y a une petite question, oui. M. Moutawazi, que je devrais même poser à vous tous ici présents. Quelle est, selon vous, la place aujourd'hui ou la valeur qu'a l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi? Je vous ai dit que c'est une référence, et pour comprendre les deux constitutions, la constitution de 2005 et la constitution de 2018, d'où elle tire sa substance, il faut replonger dans l'accord d'Arusha. Les deux constitutions. Oui, les deux constitutions. Mais ce sont les constitutions qui régissent, la nation burundaise. Celui qui croit que c'est l'accord d'Arusha qui régirait. Ça non. Selon vous. Aucun pays au monde, c'est ce que je t'ai dit. S'ils en trouvent, qu'ils me le disent. Même les nations sont régies par les constitutions. Mais bien sûr, c'est un texte d'application de l'accord d'Arusha. C'est tout à fait normal. Moi, je pense, monsieur le journaliste, on devrait éviter la spéculation et la confusion à ce point. C'est normal que l'accord d'Arusha était un document d'orientation. Imaginez d'orientation, de référence. La classe politique. Mais, comme l'a dit M. Moutawazi, la classe politique, la société civile qui était là, n'avait pas le mandat, parce que le peuple ne les avait pas mandaté. Parce que si les gens... Est-ce qu'il a nié ce que ces gens ont fait? Non, c'est pas ça. Je parle en termes de la légitimité du texte. Alors, c'est connu. La légalité du texte. Je dis de la légitimité. Et la légalité. Alors, à ce qui même la légalité, les deux. Vous savez que quand l'accord d'Arusha a été convenu là-bas, on a fait passer à l'Assemblée nationale avec une loi qui acceptait. Ça veut dire à cette époque-là, les accords d'Arusha passaient comme une loi au moins ordinaire. Une loi suprême. C'est comme ça. Moi, j'ai le texte. Non. C'est moi qui ai fait adopter ça. J'ai même le texte. Est-ce que monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale, pouvez-vous me donner un texte qui dit que c'est une loi suprême? Oui. Une loi. Avec son mot suprême. Absolument. Il faudra que tu amènes. Absolument. Et qu'on voit. Absolument. Sinon. Vous ne le savez pas. Non, je vais te dire une chose. C'est bizarre. Que c'est écrit que c'est une loi suprême. Absolument. Il faudra que tu amènes. La loi a été votée à l'Assemblée et promulguée par la loi suprême. Peu importe. Oui. Et qui se substitue même à la Constitution. Non, il n'y avait pas de Constitution.
Il n'y avait pas de constitution. Alors, ce que je veux vous dire, monsieur, Donc, même si cette suprématie existait, Vous permettez que je l'explique c'est moi qui ai une la minute, parole. une minute. Non, c'est moi qui ai la parole. Non. Il ne faut pas semer la confusion quand nous avez empêché de semer la confusion. En fait, ce qui a été consacré comme loi suprême, c'est un seul protocole de l'accord d'Arusha. C'est le deuxième protocole donc, ça veut dire qu'on a pris le contenu du deuxième protocole qu'on a dénommé Constitution. Un seul protocole sur 4 protocoles. Oui, non, c'était à l'absence de la Constitution. C'était à l'absence de la Constitution. L'accord d'Arusha. Aucune Constitution, même de 2018, n'a abrogé la Je vais vous dire. Je disais à essayez de résumer, essayez de vous résumer. Ce qui est dans la légalité. Il y avait les politiciens qui ont réfléchi, arrivant sur un accord. Mais la constitution que nous avons dit que la souveraineté appartient au peuple burundais, qui peut exercer directement ou indirectement à travers ses représentants. Okay. Aussi longtemps. L'aspect indirect, ça te dit quoi? Aussi longtemps. C'est une élection. La constitution est votée par référendum. Ça veut dire que tout le peuple se prononce de droit et elle devient supérieure à tout autre texte. De deux. Ce n'est pas parce qu'il est voté par référendum. Non, un autre texte de loi qui doit être à un niveau supérieur, c'est celui qui est adopté par les députés qui représentent le peuple qui a été voté par. Je vous dirais que l'Assemblée nationale qui a même adopté la CVR avait fini son mandat parce que c'était une Assemblée nationale votée en 1993. Devait terminer son mandat en 1998 et on a fait des arrangements. C'est en 2020, en 2000, après 7 ans. Ça veut dire que c'était un parlement même qui n'avait plus de mandat du peuple, fabriqué de toutes pièces. C'est pour vous dire qu'en un peu de mots, il n'y a pas de spéculation. Le Burundi, aujourd'hui, est régi par la Constitution et par les lois votées par l'Assemblée nationale. Les accords d'Arusha, comme c'est une réflexion approfondie, ou même la communauté nationale a contribué, reste toujours une référence où il faut puiser de bonnes pratiques, de bonnes orientations à mettre soit dans la Constitution, soit dans les différentes lois. Il y a de bonnes orientations. Est-ce qu'il y a de mauvaises? Il y a ceux qui sont caduques. Qui apprécient la caducité. Il y avait des dispositions qui étaient en rapport avec la situation de cette période. Si c'était peut-être vous le décideur, M. Kefani Nibizi, 20 ans après la signature de cet accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, aujourd'hui, est-il à garder, à toujours suivre ou pas dans la gestion du pays? Si on dit une référence... Il a déjà répondu. Je pense que c'est une référence. on peut toujours lire pour voir ce qu'il y a-t-il autre chose qui est bon. Quel intérêt à garder cet accord? Quel intérêt à ne pas le garder? D'abord, à ne pas le garder, je ne sais pas ce que vous posez comme garder. Garder, c'est un document qui est là, on ne va jamais rejeter. Il est conservé. Je pense qu'on décidera un jour qu'on va empêcher de le conserver dans les bibliothèques nationales. Non, le document est toujours là. Alors, il faut savoir même que de 2020, de 2000 à 2020, il y a beaucoup d'évolutions. C'est pour cette raison que même presque tous les textes de loi ont été progressivement retouchés en fonction de l'évolution de la société burundaise. Donc, cette référence est là, mais les autres verront qu'il y a eu un document qui a aidé à gérer une crise et qui a inspiré pas mal de textes de loi ou la Constitution qui ont suivi, mais que ça soit toujours comme un texte qui régit telle ou telle institution, je pense que ça s'est dépassé. La parole à vous, Tassien Soumanal. D'abord, 2 précisions. Apparemment, ils ont voulu escamoter le vrai débat de savoir si l'accord d'Arusha est toujours d'actualité 20 ans après ou pas. En voulant chercher sa légitimité, sa légalité. Alors, je voulais faire 2 précisions. D'abord, il faut que Kefa comprenne que la Constitution soit votée par les représentants du peuple ou qu'elle soit votée par le référendum,
elle garde toujours sa valeur. Ce n'est pas parce qu'elle a été votée par référendum qu'elle devient plus forte que celle votée par les représentants du peuple. Mais Deuxième nuance, M. Kufa. À Arusha, l'honorable Léon vous a parlé des catégories qui étaient représentées. Aucune couche n'avait pas été oubliée. Mais aujourd'hui, un seul parti peut décider, je remets en cause l'accord d'Arusha. Est-ce que le peuple était présent? C'est ce que vous appelez. Est-ce que le peuple était présent? Est-ce que le G7 avait le mandat des Hutus? C'est ce que je. Pourquoi tu n'as pas refusé? Est-ce que le G10 a fait le mandat des Tutsis? Est-ce que tu as refusé de faire partie de la délégation? Mais moi, alors, il ne faut pas poser la question. Je vous dis que sinon, c'était à toi de répondre à ne pas participer à la négociation. L'accord d'Arusha nous a permis de passer une étape. Voilà donc. Est-ce que vous pouvez permettre qu'il se résume? Oui. Je voulais faire, si jamais il se résume, parce que je voulais faire les deux avant d'entamer la vraie réponse. L'accord d'Arusha, pour le système en place, n'est plus d'actualité pour le gros de son contenu. Pourquoi? Même nos amis ici continuent à avouer que c'est un document de référence. L'honorable Léon a parlé d'un document de vision. Si jamais, dans COPA que vous dirigiez, je pense que vous aviez préparé un document de campagne, n'est-ce pas, Moutawazi? Mais voilà, moi j'ai amené l'accord d'Arusha ici sur la table. Alors, je m'en réfère tout le temps. Il y a une vision, il y a un programme, mais cela ne signifie pas que la Constitution. C'est un document historique. C'est un document historique. C'est le document à garder comme référence. Voilà, ce que je voulais dire est ceci. Ou bien vous y croyez sans savoir ce qu'en est aujourd'hui. Parce que si tout le monde, ou ceux qui nous dirigent aujourd'hui, acceptaient comme vous que ça reste un document de référence. Est-ce que la société burundaise n'évolue pas? Non. Est-ce que nous sommes toujours en 2000? Tu vas défendre tes idées, laisse-moi défendre les miennes. Ça veut dire, si les autorités d'aujourd'hui reconnaissaient que ça reste un document de référence, pourquoi auraient-ils retiré des visas de la Constitution de 2018? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, attendez, monsieur le journaliste. On risque de vider de substance l'émission. Mais il y a le temps qui presse. Ok, vous avez laissé discourir des choses qui ne vont pas avancer. Deuxième chose, le principe de la démocratie de consensus, qui avait été consacré par l'accord d'Arusha, a été battu en brèche. Parce que maintenant, un parti politique de consensus, ça veut dire un parti politique qui a 5%. Non, la démocratie de consensus, ça veut dire quoi? Un parti politique qui a 5%. Mais ça veut dire quoi? N'a plus le droit de faire partie du gouvernement. Alors que l'accord d'Arusha voulait justement éviter l'exclusion en essayant de faire en sorte que même les petits partis, même les groupes minorités puissent explique-le à ceux qui sont en train de nous écouter dans la gestion des affaires. Il peut l'expliquer à ceux qui sont en train de nous écouter. Chose. La démocratie de consensus, c'est quoi? Il faut qu'il explique. Les quorums de vote de loi. Ça n'existait pas. Les quorums de vote. Vous connaissez combien de systèmes? Il faut d'abord connaître ces systèmes pour dire ce qui existe, ce qui n'existe pas. Non, moi j'ai déjà. Le quorum de vote de loi à l'Assemblée. Monsieur Tassé, je connais plus de pays que vous et j'ai vécu dans plusieurs pays que vous. Oui. Si tu es allé là pour cultiver, il faut apprendre. Non, la démocratie de consensus, c'est quoi? Donc, les quorums de prise de décision qui consacrait justement, tant bien que mal, le partage politico-ethnique du pouvoir et éviter la dictature de la majorité, ont été remises en cause parce qu'aujourd'hui, ces majorités ont été rabaissées. Il oublie que je suis universitaire avant lui. Vous croyez que toute université est intellectuelle? Est-ce que vous pouvez vous résumer en quelques secondes ou au plus une minute? Dernière chose, monsieur le journaliste. On va vers la fin de l'émission et c'est compté, le temps c'est compté. Le temps est compté, monsieur le journaliste. Ceux qui sont en train de nous écouter, je dis que l'accord d'Arusha nous a permis de passer une étape importante et de pouvoir entrer dans la phase de redémocratisation de la société burundaise. Maintenant, on est à la 4e édition des élections libres, démocratiques. Après l'accord de 2000, on a déjà fait 4
quatre élections et maintenant on est en train d'avancer, nous sommes sur une bonne voie. Est-ce que les gestionnaires du pays aujourd'hui ont intérêt, les Burundais en général, ont intérêt à ce que cet accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation soit gardé toujours comme une référence? Tout le peuple burundais a intérêt à connaître l'histoire de son pays. Et cet accord fait partie, ça va servir comme l'arsenal juridique de l'histoire est en train d'être manipulée. Et l'accord d'Arusha est très important dans l'histoire de l'arsenal juridique de ce pays. Léonce Ngendakumana. Écoutez, ils nous ont plongé dans des débats et nous avons perdu le fil de... Il faut garder à l'esprit la question que vous aviez posée avant. Et tout le monde a répondu. Cet accord d'Arusha reste d'actualité et reste un document historique pour les Burundais. Oui, dans l'histoire. Les deux constitutions, 2005-2018, découlent de l'accord d'Arusha. Ça veut dire que l'accord d'Arusha reste une référence à travers ces constitutions. D'ailleurs, je crois aujourd'hui, c'est une seule constitution. L'autre de 2005 a été déjà complètement abrogé. Alors, ce qui est très important ici, c'est de comprendre que cet accord d'Arusha a mis fin à une guerre fratricide insensée qui a duré 15 ans. Cet accord d'Arusha a essayé de régler ces questions ethniques. Et les responsables de ce chaos n'ont pas encore été punis. Bon, ça c'est autre chose. Cet accord nous a permis de partager le pouvoir. Cet accord protège, cet accord nous a permis de protéger les différentes minorités. Et elles sont multiples. Et c'est un accord qui a été... il est en train de dépasser la minute. Qui était garanti par la région, la communauté internationale. D'ailleurs, les Nations Unies et l'Union africaine sont même dépositaires de cet accord. Ça veut dire que, à votre question, l'accord d'Arusha est toujours d'actualité, toujours vivant. Il est là. Qu'on le veuille ou pas, qu'on pense à autre chose, c'est cet accord qui est en train d'être appliqué par celui qui veut. Allez lire la Constitution de 2018. 80% de son contenu, c'est cet accord. Vous comprenez que c'est l'accord qui continue. Il peut être consulté c'est l'accord par qui celui continue. qui veut. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Seulement ce que je peux proposer. Du pays, ce que vous pourriez proposer. Ce que je pourrais proposer, c'est que quand même, on accepte que nous passions à une deuxième phase, c'est de l'évaluer. Nous l'avons négocié, nous l'avons appliqué. Il faut maintenant l'évaluer. Faire l'état des lieux de cet accord. Quels sont les éléments, quels sont ceux qui peuvent rester dans cet accord, ceux qui ne peuvent pas rester dans cet accord. On peut évaluer, faire l'état des lieux, mais poursuivre sa mise en œuvre après son évaluation. Puisque un projet de société peut durer même 50 ans. Un projet de société. Cet accord d'Arusha, c'est un projet de société pour les Burundais. Ça peut durer même 50 ans. Ce qui est prévu dedans. Est-ce que la CVR est-ce que la CVR a terminé sa mission? Non, pas encore. Pas encore. Les mécanismes de la justice transitionnelle sont encore là. 2. La démocratie. Le deuxième protocole, ça dit la démocratie et la bonne gouvernance doivent être le fondement de chaque gouvernement du Burundi. Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie et la bonne gouvernance sont le fondement du pouvoir en place? Je pense. Cet accord dit que la question de la paix et de la sécurité, la question de la paix et de la sécurité doit être une priorité de chaque gouvernement du Burundi. Et on voit qu'il y a manipulation, toujours instrumentalisation des corps de défense et de sécurité, l'armée, la police, le service national de renseignement, on le voit. Ça veut dire qu'on n'est pas encore là. Vous venez de reculer. Vous étiez en train de bien évoluer, mais vous venez de reculer. Non, je ne recule pas. Moi, je parle de la réalité. Et en dernier lieu, cet accord consacre la reconstruction du pays. Donc, la reconstruction, ce qu'il faut, c'est la réconciliation. Ce qu'il faut, c'est de l'évaluer s'il y a s'ils ont des problèmes avec cet accord. Lors de l'évaluation, il faut les mettre sur la table de dialogue, de discussion dans son évaluation. Alors, on va l'adapter au contexte actuel.
Merci Léonce Ngenakumana. Je rappelle que vous êtes le vice-président du parti Sahwanya Frodebou. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup. Je félicite mes collègues puisqu'ils reconnaissent que l'accord d'Arusha est un accord historique et qui reste d'actualité. Merci à vous, Jean de Dieu Moutabazi. Merci de votre participation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire national de prévention des crimes de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci aussi pour m'avoir invité. Merci aussi à ceux qui sont en train de participer à ce débat riche et contradictoire. Et merci aussi à ceux qui sont en train de nous suivre et de constater et bien comprendre que celui qui veut consulter l'accord d'Arusha, il peut toujours le faire. C'est un document historique de référence. Merci également à vous, Kefa Nibizi, président du parti Sahwanya Frodebou Nyakuli, Ilagi Diandadaye. Merci de votre contribution à l'émission. Merci de nous avoir invités. Je remercie également tous ceux qui nous ont écoutés. Et je suis ravi d'apprendre que même mon collègue Léos reconnaît que la Constitution de 2018 est constituée de l'accord d'Arusha. Ça veut dire que l'accord d'Arusha vit à travers la Constitution actuelle. Il y a des protocoles qui ne sont pas dans la Ravi aussi, monsieur, de votre participation et contribution, Tassien Siomana. Merci d'être venu. Merci de votre écoute. Merci de m'avoir invité. Je pense qu'il ne faut pas le dire sur les bouts des lèvres que l'accord d'Arusha reste de référence. Alors qu'on a vidé de toute sa substance. Ce n'est pas vrai. Sauf dans quelques rares dispositions avec la Constitution de 2018. S'il le faut, il faudra qu'on passe à l'analyse systématique de toutes les dispositions de cette Constitution pour vous démontrer à suffisance que ça vide de toute substance l'accord d'Arusha. Et c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle a été mise en onde par Aimé Toussaint Mitewuti, réalisation de Jérôme Nyonzima, Renaud Nyongheza et Gracia Justicia Tuikeze étaient là pour la prise d'image. Au micro, vous étiez avec Léonce Vitaliho. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments toujours à l'écoute de la radio Isanganiro. À la prochaine.